L'histoire retiendra 2026 comme l'année où tout a commencé à se fissurer en Europe. Tensions, crises et changements que personne n'ose annoncer, ce que vous allez voir résume la situation actuelle de l'Europe. L'Europe n'a jamais été conçue comme une puissance, elle a été conçue comme un marché. Pas de stratégie, pas de souveraineté, pas d'armée, résultat, elle est soufflée par l'histoire. Que ce soit la Russie et l'Ukraine avec les risques d'escalade et sanctions massives, ou la Chine avec ses manœuvres stratégiques en Asie et influence mondiale, ou encore, et plus urgent, les États-Unis et leur repositionnement stratégique, et des acteurs émergents comme l'Inde, le Brésil ou l'Afrique. Si vous pensez que 2026 sera normal, vous vous trompez. Suivons un expert qui nous l'explique, mais la question est qui est cet expert? C'est Bruno Tertresse. Politologue reconnu, il est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique. Spécialiste du nucléaire, des conflits modernes et des risques géopolitiques, il conseille régulièrement les plus hautes autorités françaises et européennes. Voici Répondre à mes questions, vous êtes le directeur aujourd'hui adjoint de décryptage de la l'alerte Fondation choc pour de la Bruno recherche Tertresse sur BFM stratégique. TV. Votre dernier livre, c'est La question israélienne, c'est aux éditions de l'Observatoire. La question israélienne au cœur évidemment de cette sixième nuit de guerre, avec des questions qui se posent à nouveau, le bilan, les positions, les forces en présence, Iran, Israël, mais aussi la question des États-Unis et même la question de l'Europe et de la France. Sixième jour d'abord, où est-ce qu'on en est au moment où on se parle? On suit, j'allais dire minute après minute. Mais ce que l'on voudrait aussi ce matin, c'est prendre avec vous 20 minutes pour précisément comprendre, au bout de 6 jours, où est-ce qu'on en est? Dans quel état sont les forces en présence? La première chose qu'il faut rappeler, c'est que Benjamin Netanyahou, cette campagne durerait longtemps. Et je suis absolument persuadé qu'elle durera encore des jours et des nuits, et peut-être même des semaines. Évidemment, il y a le paramètre américain, on va en parler, qui est très, très important. Si l'Amérique rentre dans la danse, ça change tout, quelque part. Mais je crois que les Israéliens sont décidés à faire autant de mal que possible au régime iranien. La question, pour moi, c'est quel est l'objectif israélien au-delà du programme nucléaire, dont on a bien compris qu'il voulait le réduire, non pas à néant, mais au maximum. Quel est l'objectif politique poursuivi par les Israéliens? Et ça n'apparaît pas clairement. On a bien compris qu'ils voulaient à minima affaiblir le régime, mais veulent-ils et peuvent-ils aller jusqu'à effectivement procéder à une sorte de changement de régime par la force? Ça n'est pas clair et j'allais dire que c'est quand même une zone d'ombre de la stratégie israélienne. On dirait que Jérusalem souhaite encourager les Iraniens à se révolter contre le régime, mais pour l'instant, je n'en vois pas véritablement les signes. Est-ce que effectivement c'est l'objectif secondaire? Est-ce que c'est l'objectif caché? Pourquoi d'ailleurs dans ces cas-là ne pas l'affirmer? Alors, c'est l'objectif secondaire probablement, mais ça n'est pas vraiment un objectif caché. La tonalité, le contenu, même parfois de ce que disent les autorités israéliennes, laisse clairement entendre qu'ils veulent aller au-delà du simple programme nucléaire. Ça, c'est très clair pour eux. Avant de passer à la question effectivement du bilan des missiles qui ont pu être envoyés cette nuit, l'Iran d'ailleurs qui affirme avoir envoyé des missiles supersoniques, les ont-ils ou non? Puisque vous évoquez la question du régime, il y a eu quand même cette phrase prononcée par Donald Trump hier qui dit: les États-Unis savent exactement où se cache le soi-disant guide suprême iranien, l'ayatollah Khamenei. Il explique également qu'il ne compte pas, je cite, l'éliminer, le tuer, point d'exclamation, c'est-à-dire vraiment très clairement, du moins pour le moment. Ça veut dire quoi ça? Écoutez, ça c'est tout simplement de la guerre psychologique à la Donald Trump. Je ne sais pas si les Américains savent exactement à tout moment où se trouve le guide de la révolution. Ce qui est clair, c'est que le message que Donald Trump veut envoyer, c'est aussi on peut le faire, mais on ne veut pas le faire. Autrement dit, nous ne sommes pas, nous États-Unis, aujourd'hui, embarqués, engagés dans une opération de changement de régime à la Bush en 2003, si vous voulez. Mais on sent très bien, à travers ce type de message, les hésitations, les ambivalences même de Donald Trump, qui quelque part dit, mais attendez, moi je ne suis pas pour les grandes interventions militaires, j'ai pas été élu pour commencer des guerres, surtout au Moyen-Orient, contrairement à mes prédécesseurs, et qui en même temps voit quelque part une certaine forme de jalousie
vis-à-vis de Benyamin Netanyahou, où il voit que Netanyahou est en train de réussir sur le plan technique une opération extrêmement complexe et importante. Et si ça va jusqu'à la quasi-élimination, je dis bien quasi, du programme nucléaire et à l'affaiblissement du régime, ben quelque part, Donald Trump voudrait peut-être lui aussi avoir une part de ce succès militaire si c'en est un. Alors précisément, au 6e jour de la guerre, est-ce qu'on peut parler d'un succès israélien? Ah bah, ce qui est certain, c'est que jamais, jusqu'à présent, le régime de la République islamique d'Iran n'a eu autant de pertes militaires et matérielles et nucléaires que depuis la Révolution. Même si Bruno Tertrès ne parle pas directement de cyberattaques, ses analyses sur les menaces invisibles et les vulnérabilités technologiques pointent clairement ce risque. Tertrais met en lumière un danger qui échappe parfois à nos radars, les menaces invisibles. Il parle de vulnérabilités technologiques, d'infrastructures critiques exposées et de guerre hybride. En 2024, plusieurs pays de l'Union ont vu leurs institutions paralysées par des intrusions numériques. Hôpitaux, ministères, réseaux énergétiques, tous sont devenus des cibles silencieuses. L'Europe envisage une réponse commune, renforcer sa résilience numérique face à ces attaques non Ça, conventionnelles. c'est clair. Il n'a pas été aussi affaibli depuis extrêmement longtemps. Il était déjà assez faible, à la fois sur le plan militaire et économique. Et en même temps, c'est un régime qui politiquement tient. Il faut jamais sous-estimer la résilience des régimes autoritaires, surtout ceux qui durent quand même plus de 50 ans. Donc il est affaibli, mais jusqu'à preuve du contraire, il est encore debout. Les affirmations d'un côté ou de l'autre à la fin de cette nuit. Du côté iranien, ce sont les gardiens de la révolution qui font savoir que l'Iran aurait, je cite, tiré des missiles hypersoniques vers Israël. Est-ce que ces missiles hypersoniques existent et est-ce qu'ils ont été tirés? Écoutez, je pense qu'ils existent. Et ils existent très probablement. Ils ont peut-être été tirés. Je ne sais pas, je n'étais pas là, j'ai pas vu les bulletins de renseignement. Mais le plus important, c'est que ça ne change pas la donne fondamentalement du point de vue C'est israélien. quoi la différence entre un missile hypersonique et un missile tout court? Ah bah, Un missile balistique. un missile balistique, de toute façon, il est hypersonique à la fin. Donc, si vous voulez, Donc en c'est réalité, une quand ils question de disent vitesse. hypersonique, c'est presque pour montrer les muscles, mais ça ne Oui. change pas grand-chose. Oui, c'est vrai, sauf si ce sont des missiles qui sont capables de changer de trajectoire à la fin. Mais ça, les Iraniens, a priori, n'en ont pas. Du côté israélien, l'armée israélienne affirme avoir frappé en Iran un site de production de centrifugeuses et plusieurs installations de fabrication d'armes dans la région de Téhéran. Élément clé, disent-ils, des programmes d'armes nucléaires et des missiles iraniens. Il y aurait plus de 50 avions de combat de l'armée israélienne qui auraient donc ciblé une installation de production de centrifugeuses utilisée pour enrichir l'uranium au-delà des niveaux civils. Des sites de fabrication de pièces pour missiles sol-sol qui auraient été tirés qui auraient été, s'ils n'avaient pas été détruits, tirés sur Israël, ainsi qu'une installation pour les composants de missiles sol-air utilisés pour cibler les avions. Est-ce que effectivement tout cela est vérifiable et est-ce que ce bulletin de la nuit est fiable? Écoutez, en général, ce type d'information est vérifiable assez vite aujourd'hui, même j'allais dire par des gens comme vous et moi. Pourquoi? Parce qu'il est devenu extrêmement facile aujourd'hui de commander des images satellitaires, de les analyser avec des outils tout à fait perfectionnés et accessibles presque au grand public, au moins aux spécialistes et aux journalistes. Donc on peut avoir une idée, ce qui n'aurait pas été le cas il y a seulement 30 ans, on peut avoir une idée de la fiabilité de ce type de déclaration. On peut voir si telle ou telle installation a été endommagée, à quel niveau, en surface en tout cas. On ne sait pas tout, mais on peut en tout cas avoir une idée assez claire au bout de quelques jours, au moins de quelques heures, de la réalité de ce type d'annonce. Israël qui affirme donc que les capacités d'enrichissement et les sites nucléaires iraniens commencent à être largement endommagés, mais il précise que les bombardements ne cesseront pas tant que le site de Fardo ne sera pas détruit. Alors, le site de Fardo, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? C'est ce site qui est donc enterré à 80 mètres sous terre. Non, c'est probablement beaucoup plus que 80 mètres. Cela. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que dans les années 2000, les Iraniens, pour se protéger d'une éventuelle attaque américaine ou israélienne, ont construit en secret, alors que normalement ça se déclare auprès de l'Agence internationale de l'énergie atomique, une installation d'enrichissement de l'uranium sous la montagne, très profondément enterrée, et que cette installation, elle ne peut pas être détruite, en tout cas depuis les airs, par l'aviation israélienne. Je ne suis même pas certain que les Américains
s'ils entraient dans la danse, auraient la capacité, avec leurs fameuses bombes pénétrantes, de faire beaucoup de mal à cette installation. Donc c'est pas le cœur du programme nucléaire iranien, mais c'est une installation clé. Et Israël ne pourra pas dire j'ai vraiment causé des dommages irréparables, reculant le programme nucléaire iranien de plusieurs années, s'ils ne font pas du mal à cette installation. Tout ce qui se joue aujourd'hui, c'est aussi sur ce que vous avez dit au tout début de votre réponse sur Fordo. La question de en secret. C'est-à-dire que l'Iran, depuis des années, officiellement négocie, officiellement ouvre ses installations à l'agence atomique qui dépend de l'ONU pour dire regardez, nous n'enrichissons que ce qui correspond à du nucléaire civil. Oui. Les États-Unis, désormais par la voix de Donald Trump, disent ils étaient à quelques jours de la bombe. C'est évidemment aussi ce que dit Israël. Qu'en est-il et comment est-ce qu'on peut le vérifier? C'est compliqué et c'est difficile à vérifier. Je vais vous le résumer en 2-3 phrases. Il y a des gens qui se gaussent un petit peu en disant mais ça fait 30 ans qu'on nous dit que l'Iran est à 2 ans de la bombe. Il ne faut pas confondre le délai technique et le délai politique. Les Iraniens ne sont jamais allés aussi vite qu'ils le pouvaient. Si vous voulez, ils ont choisi plutôt que la stratégie du lièvre, ils ont choisi la stratégie de la tortue pour habituer la communauté internationale à justement leur progrès dans le domaine civil, militaire et puis ce qu'il y a entre les deux comme l'enrichissement de l'uranium. La décision de fabriquer une arme nucléaire. La deuxième bombe, c'est la dépendance au gaz russe. En 2023, 80% des imports européens venaient à ceux de Russie. Un robinet peut devenir une arme diplomatique. Tertrais avertit, cette vulnérabilité peut être exploitée en période de crise. L'Union propose un fonds de diversification, mais est-ce suffisant ? N'a a priori jamais été prise. Si cette décision a été prise, la question c'est combien il faudrait de temps au minimum. Donc il y a 2-3 ans, les Israéliens, dont le renseignement est extrêmement précis sur l'Iran, disaient il faudrait 18 à 24 mois parce qu'il y a encore tous les travaux de militarisation à faire. Quelques jours, c'est pour la matière. 1 an et demi, c'est pour l'arme elle-même. La grande question, et elle est absolument centrale dans les débats de ces actuels, c'est est-ce que les Israéliens ont eu des renseignements nouveaux qui leur permettraient d'affirmer que le délai nécessaire était en train de se raccourcir considérablement. Donc voilà, faut bien parler de 2 délais différents, le délai technique et le délai politique, qui peuvent être différents, et le délai de l'enrichissement de l'uranium et le délai de la fabrication de la bombe. Bruno Tertrais, plusieurs questions cruciales au moment où l'on se parle. D'abord sur la question de ce que pourrait faire l'Iran, des menaces exprimées par l'Iran, et ensuite sur la question de l'implication ou non des États-Unis. Sur l'Iran, le New York Times croit savoir que l'Iran menace de miner le détroit d'Ormuz. Ce détroit d'Ormuz, c'est là que 20% du commerce mondial de pétrole et de gaz liquéfié passe. L'Iran qui menacerait également de toucher des bases américaines dans la région. Alors, d'abord, ce type de menace, c'est à chaque fois qu'il y a une crise au Moyen-Orient, on retrouve ce type de menace. Je ne crois pas beaucoup à la fermeture du détroit d'Ormuz. Pourquoi ? D'abord parce que ça serait de se tirer pour les Iraniens une gigantesque balle dans le pied, puisque les Iraniens ont un besoin critique d'exporter leur pétrole via ce détroit. La deuxième chose, c'est si vous voulez être sûr d'impliquer les États-Unis, il faut fermer le détroit d'Ormuz, parce que là, les États-Unis le feraient, ça s'impliquerait immédiatement. Ils ont d'ailleurs, depuis des décennies littéralement, se sont d'ailleurs exercés à rouvrir ce détroit, qui est très important pour toute l'économie mondiale, pas seulement pour l'Iran ou pour l'Arabie Saoudite ou les États-Unis. Ils le feraient sans doute en quelques jours. Dernière chose, on n'est plus en 1979. Il y a beaucoup de pays de la région qui savent exporter du pétrole sans passer par le détroit d'Ormuz. Donc ça n'arrêterait pas forcément totalement le commerce mondial? Non, pas du tout. Ça aurait un impact sur la disponibilité et le prix du baril, mais ça ne serait pas un choc majeur du type de 1979, des chocs pétroliers qu'on a connus à l'époque. À quoi joue Donald Trump? Alors Donald Trump, on ne sait pas à quoi il joue, et lui-même ne sait pas trop à quoi il joue. Et c'est très intéressant parce qu'il est extrêmement ambivalent sur ce qu'il est en train de se passer. Il y a une part de lui-même qui dit écoutez, moi j'ai pas été élu pour commencer des guerres, surtout pas au Moyen-Orient. Hein, et une autre part de lui qui se dit mais attends, Benjamin Netanyahou est en train de réussir un coup extraordinaire. Ce pays, ce régime qui est l'ennemi non seulement d'Israël, mais des États-Unis, qui s'est déclaré comme tel depuis 1979, c'est peut-être Israël tout seul qui va arriver à faire ça. Je veux ma part de réussite.
Donc il est tiraillé entre ces deux ambitions, celle d'hommes qui rêveraient du prix Nobel de la paix et qui avaient quand même essayé de relancer une négociation avec l'Iran sur ce sujet, et l'envie d'être aussi l'homme qui participe à cette opération historique. Je ne sais pas de quel côté va tomber la pièce, et avec Donald Trump, on ne sait jamais de quel côté ça va tomber. Ça se joue dans les heures qui viennent. Absolument, ça se joue dans les heures qui viennent, sachant que l'Arabie Saoudite, par exemple, qui est un allié des États-Unis, n'a pas tellement envie de voir l'Amérique rentrer dans le jeu. Pourquoi? Parce que elle se sent vulnérable aux répliques iraniennes. Il y a des forces américaines en Arabie Saoudite, et donc, j'allais dire, c'est de bonne guerre, si vous voulez, que l'Iran menace les forces américaines dans la région, notamment en Arabie Saoudite. Au sein de l'administration Trump, il y a une division sur cette question-là. Une division très claire, et c'est presque cocasse de voir à quel point le camp MAGA, le camp des Trumpistes, est en train, s'est réveillé avant-hier ou hier, en disant mais attendez, qu'est-ce qui se passe avec Trump? Il est en train de nous entraîner. Il est en train de nous entraîner, il est en train de faire le contraire de ce... Bombe finale, les arsenaux nucléaires sont dispersés. 27 codes, plusieurs armées, aucun commandement unique. Tertrais souligne: cette fragmentation affaiblit la force de dissuasion européenne. Faut-il une autorité nucléaire intégrée? Voici un fait marquant sur Bruno Tertrais. Sa thèse de doctorat, soutenue en 1994, portait sur un sujet ultra stratégique: la stratégie nucléaire de l'OTAN, dissuasion élargie et rôle des armes nucléaires américaines en Europe, 1949 à 1992. Ce travail montre à quel point Tertrais est immergé depuis longtemps dans les questions de défense et de dissuasion. Il ne s'est pas contenté d'analyser les doctrines. Il a exploré l'impact géopolitique des armes nucléaires sur l'équilibre européen, bien avant que ces sujets ne reviennent au cœur de l'actualité. Pourquoi il a été élu. Vous voyez des gens comme Tucker Carlson, ce commentateur très célèbre aux États-Unis, très proche de Trump, qui est en train, lui, de tourner Kazakh et de dire moi je ne suis pas le président sur ces questions. Il y a une division très profonde au sein de l'administration et au sein de, on va dire, de tout le camp MAGA trumpiste. Du côté des Européens, il y a eu à la fois cette déclaration commune au G7, adoptée à l'unanimité des 7, qui disait qu'il condamnait l'Iran, qui était le seul responsable à la fois du terrorisme et des menaces, qu'il réaffirmait le droit d'Israël à se défendre, mais qu'il mettait en garde sur la question des civils. Et puis ensuite, il y a eu l'Allemagne et la France. Et là-dessus, je voudrais vous entendre un instant. Du côté de l'Allemagne, le chancelier allemand Friedrich Merz qui dit: Israël a, je cite, le courage de faire le sale boulot pour nous tous en attaquant l'Iran, dont le pouvoir a apporté la mort et la destruction dans le monde. Oui. Soutien très ferme et très assumé d'Israël. Oui, on a l'habitude de voir l'Allemagne en pointe dans le soutien à Israël, notamment pour des raisons historiques, évidemment. Mais cette déclaration de Friedrich Merz est tout de même particulièrement, j'allais dire, claire. C'est vraiment une expression publique que très peu de dirigeants européens pourraient avoir. Certains pays d'Europe centrale peut-être, mais là, on est quasiment dans le soutien plein et entier. Et donc, est-ce qu'il dit tout haut ce que d'autres pensent tout bas quand il dit Israël a le courage de faire le sale boulot? Alors, je crois que bien des dirigeants européens pensent exactement la même chose. Mais ça ne les empêche pas non plus de s'interroger légitimement sur où est-ce qu'on va exactement et quels sont les risques pour nous. Est-ce qu'il faut vraiment que ce régime s'effondre? Est-ce que ça serait une bonne chose pour la région? Vous savez, il y a quand même des risques à voir un régime autoritaire s'effondrer brutalement. Si c'était le cas, on n'y est pas, encore une fois, mais par quoi serait-il remplacé? Mais ce qu'il dit tout haut, effectivement, je pense que d'autres dirigeants le pensent tout bas. Emmanuel Macron, lui, tout haut, ne dit pas du tout ça. Il dit, au fond, deux choses qui peuvent apparaître contradictoires. Il dit l'Iran ne doit pas avoir la bombe. Ça, il n'en est pas question. Mais il dit nous condamnons l'usage de la force. Est-ce qu'en effet, par la négociation, l'Iran aurait pu renoncer vraiment totalement? Est-ce que les Européens, est-ce que les Occidentaux auraient pu avoir la conviction que l'Iran renonce à la bombe? Alors, d'abord, il y a toujours eu une petite différence d'expression entre la France et l'Allemagne sur ces sujets. J'allais dire, il n'y a rien d'extraordinaire. Emmanuel Macron dit à la fois Israël a le droit de se défendre et il faut que les armes au Bourget, les armes offensives israéliennes soient cachées parce qu'elles peuvent être utilisées à Gaza. Mais en même temps-là, il n'est pas totalement incohérent. La France a toujours considéré
que le programme nucléaire militaire iranien, dans sa composante militaire, était une menace non seulement pour l'Europe, mais aussi pour l'ensemble du régime de non-prolifération nucléaire. On a négocié pendant 10 ans avec l'Iran, entre 2005 et 2015. Il y a eu un accord très imparfait, mais en 2015, dont Donald Trump s'est retiré. Mais c'était quelque chose qui n'était pas totalement absurde. Il s'agissait de dire, nous allons essayer d'affecter le calcul iranien à long terme. Il faut qu'avec la levée des sanctions, en tout cas de certaines sanctions, l'Iran comprenne qu'il vaut mieux être inséré dans l'économie de la région et du monde plutôt que de continuer son programme nucléaire militaire. Ça n'a pas marché. Je reste persuadé, moi, que l'Iran n'avait jamais eu l'intention d'abandonner totalement ses ambitions Il n'a jamais militaires. vraiment renoncé. Non, je ne crois pas. Et aujourd'hui, la négociation qui avait lieu, en tout cas, Qui aurait dû avoir lieu. qui avait lieu et qui aurait dû se poursuivre, à mon avis, on n'est pas prêt d'y revenir, eh bien, elle était totalement vouée à l'échec, à mon sens. Les Iraniens jouaient la même stratégie qu'ils ont joué pendant 10 ans, gagner du temps, exactement. Bruno Tertrais, il y a ce Conseil de défense qui sera présidé par Emmanuel Macron, aujourd'hui à 16 h à l'Élysée. Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Quel peut être, dans ce contexte, le rôle de la France? Alors, le Conseil de défense qui va se tenir, il faut rappeler que c'est déjà le deuxième qui se tient sur l'Iran. La France est très mobilisée sur cette question. Elle a du très bon renseignement. Il y a déjà eu un Conseil de défense sur la question il y a 1 mois et demi à peu près. La première responsabilité d'un président de la République et d'un gouvernement, c'est la protection des Français et des intérêts français dans le monde, y compris pas seulement sur le territoire, mais y compris au Moyen-Orient. Donc j'imagine que ce Conseil de défense, il va premièrement dire est-ce qu'il y a des risques pour la France et pour les Français. La deuxième chose, c'est est-ce qu'il y a des scénarios sur lesquels on doit se tenir prêt sur le plan militaire. La France l'a déjà dit par la voix d'Emmanuel Macron, si Israël est attaqué et nous demande de l'aider, nous le ferons. En 2024, lorsqu'il y avait des pluies de missiles quasi quotidiennes sur Israël, les avions français ont joué un rôle, la défense antiaérienne française a joué un rôle en Jordanie notamment. Donc c'est aussi une question qui sera abordée. Et puis évidemment, on va scénariser, je pense, l'ensemble des possibles sur la suite des événements. La France apprend de tous ces conflits, la France observe tous ces conflits et se dit aussi que avoir beaucoup misé surtout sur le nucléaire, est-ce que ça suffit quand on voit que ce sont des guerres presque, j'allais dire, conventionnelles qui finalement s'installent? Oui, mais 3 bombes, 3 ripostes, 1 menace invisible, créer une agence de résilience hybride, 2 énergie, lancer un fonds de diversification stratégique, 3 nucléaire, instaurer un commandement unique. Ces propositions découlent et des constats de Tertrais. La priorité vous appartient. Il n'a jamais été question, que ce soit pour la France, pour Israël ou pour les États-Unis, que le nucléaire nous protège de tout. Ça nous protège des menaces les plus graves. Même aujourd'hui, Israël, avec des dizaines de missiles balistiques qui lui tombent dessus tous les jours, ne considère pas que la mise en jeu de sa propre dissuasion nucléaire a quelques raisons d'être. Hein. C'est vraiment en cas de menace existentielle pour un pays comme Israël ou pour un pays comme la France. Évidemment, nous n'y sommes pas et non, il n'y a pas de risque aujourd'hui de guerre nucléaire. Merci beaucoup Bruno Tertrais d'avoir répondu à mes questions ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique et auteur de la... Bruno Tertrais sonne l'alarme. L'Europe est vulnérable à ces 3 bombes. Partagez cette vidéo si vous voulez une Europe plus forte. Commentez Europe et abonnez-vous à Instant T pour nos prochaines vidéos.